7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. Didier Maisto, vous avez un grand angle aujourd'hui. Oui, bonjour à tous. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que je suis quand même très surpris, étonné et atterré par le niveau de ce nouveau, entre guillemets, gouvernement, avec des éléments de langage. Alors, je ne sais pas si c'est McKinsey qui a pondu une fiche contre quelques millions d'euros, en l'occurrence les nôtres, mais on voit les différents ministres dont le niveau est quand même très faible, parler sur toutes les ondes et sur tous les tons de réarmement. Alors, réarmement civique, réarmement démocratique. Enfin, le niveau de ce gouvernement, qu'on soit pour Macron, contre Macron, etc., et je veux dire, il y a quand même un minimum que chacun est en droit d'attendre. On est dans le continuum de la synergie du réarmement. Ça, c'est Madame Oudéa Castéra qui n'en finit pas de se justifier et de s'enfoncer, etc., etc. Et chacun, donc, dans son domaine d'activité, rajoute l'épithète après réarmement. Je dois dire que c'est lamentable. Nous avons cette espèce de pantomime exercée par Emmanuel Macron en conférence de presse, avec des journalistes complètement endormis, complètement sous le charme, faites-moi confiance, et qui sont là, qui réitèrent le lendemain leurs éléments de langage. Et puis le lendemain, vous avez le même Emmanuel Macron qui, au forum de Davos, sous l'œil hideux de monsieur Schwab, durcit son langage, reprend les mêmes éléments en les durcissant. Et donc voilà, on a Dr Jekyll, doucereux devant les journalistes, qui compare d'ailleurs, à l'instar de la compagne de monsieur Blanquer, l'idylle avec monsieur Macron incoïte, vaginal, latéral et anal. J'ai retweeté, ce sont ses propres mots. Macron, c'est ça, le macronisme, il nous prend par devant, par derrière et sur les côtés. Je laisse les auditeurs juges. Et puis vous avez Mr Hyde en Suisse qui durcit le ton. Voilà où on est le pays, et c'est quand même absolument préoccupant. Voilà ce que je voulais dire, parce que je pense que c'est très partagé par de nombreux citoyens. Ça, c'est vraiment la première fois qu'on atteint ces abysses, mais peut-être va-t-il encore creuser. De toute façon, comme personne ne dit rien et que la presse est aux ordres, à part quelques médias qui résistent, pourquoi se priverait-il, ce monsieur ? Merci Didier Maisto pour ce grand angle. Tout de suite, notre vue de haut. Vue de haut. À l'heure où la France connaît de multiples crises plus ou moins médiatisées, je pense aux agriculteurs, aux maires ruraux qui démissionnent en masse, je pense évidemment à l'insécurité, aux conséquences et aux coûts de l'immigration. Bref, à l'heure du bilan et des bonnes résolutions, le président de la République avait donné rendez-vous à la nation mardi soir. L'occasion pour lui de s'attaquer au pire ennemi de la nation, à l'entendre, le Rassemblement national. L'occasion aussi d'exposer son nouveau gouvernement et de se féliciter de sa propre politique. A-t-il raison de le faire ou est-il tout simplement à côté de la plaque ? On en parle ce matin avec notre invité Julien Audoul. Bonjour monsieur le député. Bonjour. Et Didier Maisto, évidemment, notre journaliste partenaire. Bonjour Didier. Rebonjour. Rebonjour. Julien Audoul, vous êtes député Rassemblement national de la 3e circonscription de Lyon et conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté. Et vous avez évidemment suivi cette conférence de presse à l'Élysée. On s'attendait à des annonces fortes, à un véritable tournant, à un changement de cap, en toute objectivité bien sûr. Que retenez-vous de cette allocution ? À quoi vous attendiez-vous et qu'auriez-vous aimé entendre ? Alors, je ne m'attendais à rien, mais comme des millions de Français, je pense, qui sont habitués au numéro de claquette du président de la République, sont habitués à ce qu'il ne dise rien, sont habitués à ce qu'il se parle à lui-même, ce qu'il sait faire très bien d'ailleurs. Et il adore ça, c'est certainement son exercice favori. On a eu quand même pendant plus de 2h15, on a eu un président de la République totalement déconnecté des préoccupations et des souffrances des Français. Qui, d'une part, a volé le discours de politique générale à son Premier ministre. Donc, M. Attal, finalement, redevient porte-parole de son gouvernement et ne sert plus à rien, qui a essayé de rentrer
dans tous les sujets. Voilà, je veux dire, je maîtrise tous les sujets, je suis évidemment le plus compétent, je vais dans le détail sur des micro-sujets, ce qui n'est pas évidemment le rôle du président de la République dans nos institutions. Donc c'était pas un discours de président de la République, c'était le discours d'un homme plutôt fébrile sur le bilan qui est le sien, et fébrile sur les perspectives qui sont celles de sa politique et de la trace qu'il laissera dans l'histoire de France. Voilà, et d'une peur bleue de voir le Rassemblement national arriver au pouvoir, puisqu'il s'est acharné contre Marine Le Pen, contre nous, d'une manière assez inhabituelle. Alors, au sujet justement de l'insécurité, Emmanuel Macron ne s'est pas attardé. Il a même davantage tapé sur le Rassemblement national que sur les émeutiers. Le président de la République ne fait aucun lien, il nie même ce lien entre l'immigration et les auteurs de ces émeutes. Pour lui, l'État est responsable, le problème vient des écrans, de l'école, etc. Vous, avec votre expérience de terrain, il y a des quartiers sensibles aussi, j'imagine, dans votre circonscription. Je ne sais pas s'il y a eu des émeutes l'année dernière, mais au regard de ce qui s'est passé, en vous appuyant sur les témoignages des policiers, des vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux, quel était le profil de ces jeunes gens et comment expliquez-vous ce déni de la part du président de la République ? Alors oui, il y a eu des émeutes dans le nord de Lyon et particulièrement à Sens et Joigny. À Sens, il y a un quartier qui est tristement célèbre qui s'appelle le quartier des Champs-Plaisants, où un centre social en construction a été totalement incendié par des racailles. C'est 4 millions d'euros qui sont volatilisés en une nuit. Pareil, des bus ont été incendiés, des commerces ont été pillés, les forces de l'ordre, évidemment, ont été prises à partie. Donc malheureusement, comme de bon nombre de territoires, le nord de Lyon n'a pas été épargné. Et le profil des émeutiers, on le connaît. Tout le monde le connaît, les services de renseignement les connaissent, la police et la gendarmerie les connaissent bien. Ce sont des racailles, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, qui sont principalement issus de l'immigration, c'est un fait, qui sont en rupture totale avec notre culture, notre mode de vie, nos institutions, les représentants de l'ordre, et qui profitent de n'importe quelle étincelle, de n'importe quel événement. Alors c'était pas du tout la mort de Naël, dont d'ailleurs la majorité ne connaissait pas le prénom et l'histoire, mais ils profitent de n'importe quel prétexte pour s'adonner à leur passe-temps favori, qui est la dévastation, le saccage et le pillage. Voilà ce qui s'est passé. Et d'entendre le président de la République nous dire que c'est de pauvres jeunes qui étaient oisifs, qui n'ont pas eu une année scolaire tranquille, que c'est la réforme du bac, parce qu'ils n'ont pas pu aller à la plage, etc. Tout ça est indécent. Voilà. Encore une fois, il y a eu un drame la nuit dernière, en Seine-Saint-Denis, un jeune de 14 ans donc, qui est mort, qui a été poignardé. Il n'a pas été poignardé à cause de la réforme du bac. Il a été poignardé parce qu'il y a une violence totalement débridée, parce qu'il y a un ensauvagement qui est lié principalement aux politiques migratoires, de populations qui ne sont pas assimilées, qui sont en rupture totale avec notre pays. Et c'est la conséquence des politiques qui ont été menées à la fois par M. Macron, par la gauche avant, par la droite avant, et on a un président de la République qui est aujourd'hui totalement dans le déni. Alors, et pourtant, Julien Audoul, vous devriez vous réjouir, être content, être heureux, puisque Emmanuel Macron vient sur votre terrain, ainsi que l'a dit Marine Le Pen, hein, que ce soit sur la loi immigration, que ce soit sur l'uniforme à l'école, sur la sécurité, sur l'ordre. Finalement, vous parliez vous-même de victoire idéologique du Rassemblement national. Il vous désigne comme adversaire, comme meilleur ennemi. C'est un tandem. L'un a besoin de l'autre pour avancer. Quelle est votre lecture de ce virage? Est-ce que finalement vous-même avez remplacé la droite classique, et est-ce que Emmanuel Macron se situe sur ce terrain en faisant en quelque sorte un peu de triangulation, en reprenant le champ sémantique et lexical du Rassemblement national pour vous désigner comme principal et seul adversaire? Il y a beaucoup de questions. C'est un peu la même. Hein. Alors déjà, il n'y a pas de tandem. Il n'y a pas de tandem. Nous n'avons pas besoin d'Emmanuel Macron. Nous, ce que nous souhaitons, c'est pas rester en tandem, mais c'est faire une échappée en 2027 et remporter le maillot jaune, si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, Emmanuel Macron est capable de tout. Et d'ailleurs, depuis 2017,
on l'a vu à la fois dans ses prises de position, dans ses politiques, dans les symboles de sa politique, il est capable de tout dire, de se contredire 20 fois, d'aller sur le champ de l'autorité, ensuite de tout déconstruire. C'est quelqu'un qui n'a aucune colonne vertébrale, si ce n'est la volonté de déconstruire notre pays. Ça qui est, j'allais dire, le fil rouge du macronisme. Et ensuite, sur les dernières annonces qu'il a pu faire, effectivement, il a repris dans les mots certaines propositions du Rassemblement national. Le port d'une tenue uniforme dans les établissements scolaires, ça fait des années qu'on demande le retour de l'uniforme. Ça a été opportunément repris par M. Attal, comme d'ailleurs M. Attal est populaire uniquement grâce à l'interdiction du port de l'abaya et du camis dans les établissements scolaires, qui était aussi une proposition du Rassemblement national. Et puis, M. Macron a aussi annoncé des choses qui existent déjà. L'enseignement, l'apprentissage de la Marseillaise existe déjà. Alors c'est peut-être pas parfait, c'est peut-être pas complet, on pourrait faire mieux, mais de dire qu'il révolutionne un certain nombre de choses alors qu'il annonce des éléments qui existent déjà, c'est tout simplement une escroquerie intellectuelle et politique. La nomination, on a beaucoup glosé là-dessus, de Gabriel Attal, effectivement, qui est plus un porte-parole ou un directeur de cabinet, puisqu'il est, je dirais, sous la double tutelle d'Emmanuel Macron et de Nicolas Sarkozy, puisqu'on voit bien la main de Nicolas Sarkozy dans ce gouvernement. Est-ce qu'elle est là, selon vous, pour cette première raison, ça semble évident, mais aussi pour tenter de contrer Jordan Bardella, qui, d'après les sondages, fait la course en tête, puisque dans les derniers sondages, il y a plus de 10 points d'écart entre la minorité ou la majorité présidentielle, on ne sait plus trop comment il faut l'appeler, et le Rassemblement national. Est-ce que c'est ce choc-là qu'il essaie d'installer dans l'opinion publique de façon à pouvoir réduire l'écart qui est annoncé ? Oui, c'est une vaine tentative de faire du neuf avec du vieux. C'est-à-dire, c'est un ravalement de façade, mais M. Macron l'a déjà fait à multiples reprises, de différentes manières. Gabriel Attal, au-delà de son âge, en fait, qui n'est pas du tout un argument politique, va continuer la même politique. Donc moi, je suis assez stupéfait de voir cette Attalmania de certains médias, de certains commentateurs qui se disent que tout va changer. Depuis quelques jours, on a l'impression qu'il marche sur l'eau, qu'il va guérir les écrouelles, qu'il va trouver des vaccins. C'est assez fascinant, des médias qui sont totalement à plat ventre, qui ont suivi son premier déplacement comme si c'était le pape. Enfin, tout ça est assez choquant, alors qu'on a juste nommé un Premier ministre, qui est le 4e Premier ministre d'Emmanuel Macron. Donc il n'y a aucune nouveauté. Les ministres restent les mêmes, en tout cas les ministres importants, Dupond-Moretti, Darmanin, Le Maire, et surtout la feuille de route est exactement la même. Voilà, donc il n'y a aucun changement à attendre, si ce n'est un nom et un visage qui va simuler le renouvellement. Voilà, mais il en faudra beaucoup plus, évidemment, pour changer la situation et pour illusionner les Français qui ont bien compris que le macronisme, pour le coup, c'était de la poudre de perlimpinpin, comme dirait l'autre. Justement, sur ces élections européennes, vous avez, bon, ça c'est pas un secret, c'était votre stratégie, lisser un petit peu votre image, on va parler de dédiabolisation, et vous vous présentez aujourd'hui comme un parti acceptable, responsable, ayant... Ce qu'on a toujours été d'ailleurs. Non, mais ayant rompu avec ses démons, parce que toujours été, ça je ne sais pas, mais en tout cas, disons que le parti aujourd'hui représenté par Jordan Bardella et Marine Le Pen n'est plus le parti de Jean-Marie Le Pen, et en tout cas, ça, l'opinion, une partie de l'opinion vous en fait crédit, sinon on en croit les sondages. Justement, aujourd'hui, quelle est votre vision de l'Union européenne ? Pourquoi être élu à l'Europe ? Est-ce que j'ai vu qu'il y avait une évolution, que vous ne voulez plus sortir de l'Europe et que vous avez l'ambition de la changer de l'intérieur en insufflant une autre politique. Sur quel thème allez-vous faire campagne d'un point de vue de l'Europe ? Je ne parle pas de politique intérieure, parce que ça, on a bien compris, mais quels vont être vos axes principaux de campagne ?
Alors déjà, il faut bien définir ce qu'est l'Union européenne aujourd'hui. L'Union européenne, c'est pas l'Europe. L'Europe, c'est une civilisation, c'est un continent, c'est une culture, c'est une histoire, tout ça évidemment ancré dans le réel. L'Union européenne, c'est une construction politique qui s'est édifiée contre les nations et contre les peuples. Et nous ne sommes pas contre l'Europe, mais nous sommes contre l'Union européenne, voilà, qui est une structure technocratique totalement hors sol, d'ailleurs qui ne veut même plus avoir de lien avec le continent européen, puisqu'elle vise un élargissement à tout va. Et moi, j'ai 38 ans, et depuis ma plus tendre enfance, je regarde ce que l'Union européenne a fait à mon pays, et je vois que depuis que l'Union européenne s'est développée, installée, mon pays a dégringolé. La puissance française, l'économie française, le commerce de notre pays, son identité, ses frontières, tout ça s'est affaissé, tout ça s'est démantelé avec les politiques européennes et surtout avec la soumission des élites nationales, hein, puisque la responsabilité, elle est d'abord celle des différents gouvernements qui se sont totalement soumis à cette technocrature. Donc nous, dans cette élection européenne, nous portons la voix des peuples, la voix du peuple souverain, la préservation de notre identité, la préservation de nos libertés contre l'immigration massive, qui est un projet européiste, contre le démantèlement de notre industrie, contre les traités de libre-échange aussi, qui fragilisent et qui révoltent les agriculteurs notamment. Et on voit ce qui se passe en Allemagne, c'est aussi la conséquence des politiques européistes. Et nous sommes les seuls, justement, à défendre l'Europe des nations. Voilà, je pense qu'il faut bien comprendre que les nations doivent rester souveraines et le peuple français doit toujours décider pour lui-même. Les autres, tous les autres, considèrent que c'est des technocrates non élus qui doivent décider pour tout ce qui régit nos vies au quotidien. D'ailleurs, pour son premier déplacement, Jordan Bardella ira à la rencontre des agriculteurs en Gironde ce week-end. Il s'est exprimé au Parlement européen au sujet de la colère des agriculteurs et leur détresse. Face aux dangers qui pèsent sur notre souveraineté alimentaire, je le dis avec gravité en me faisant le porte-voix de nos campagnes, il faut décréter l'état d'urgence agricole. C'est quoi l'état d'urgence agricole, Julien Audoul ? L'état d'urgence agricole, c'est de considérer que nos agriculteurs sont en danger de mort déjà. Ils sont étranglés par les contraintes, par les normes, par des politiques de démantèlement qui veulent dévitaliser la ruralité. Ils sont étranglés aussi par la concurrence déloyale des traités de libre-échange. Et il faut bien mesurer ce que ça implique, hein, les traités de libre-échange, c'est-à-dire avec le Canada, avec le Brésil, avec la Nouvelle-Zélande, hein, comme un nouveau traité qui font venir des productions dont on ne mesure pas la qualité environnementale, sanitaire et sociale, qui mettent en concurrence nos agriculteurs et qui les fragilisent. C'est le modèle aussi de la ferme à la fourchette de l'Union européenne qui vise à diminuer drastiquement notre production agricole et donc à fragiliser l'un des atouts de notre pays, hein. Et d'ailleurs, si on peut faire un lien avec l'énergie, avec le nucléaire, toutes les politiques européistes qui sont principalement dictées par l'Allemagne, il faut bien le dire, visent à fragiliser et à retirer ces atouts à notre pays. Voilà. On ne supporte pas depuis des années la puissance française, qui a été insupportable pour certains de nos voisins et pour les élites mondialisées. Et donc, les politiques qui sont menées depuis des années cherchent à nous déposséder de ces atouts. Et Jordan Bardella avait demandé quelque chose de très clair et à mon sens de vital, c'est l'exception agriculturelle française. C'est faire en sorte que l'agriculture soit sortie de tous les traités de libre-échange. Nous pouvons nous en sortir avec le savoir-faire inestimable de nos cultivateurs, de nos éleveurs, qui depuis des années font vivre nos territoires, notre ruralité, assurent l'approvisionnement. On l'a bien vu pendant le Covid, on était bien content d'avoir des agriculteurs, des producteurs locaux. Il faut redorer la bannière du local et il faut défendre farouchement nos agriculteurs. Didier Maisto ? Pourquoi tout simplement ne pas annoncer la couleur et proposer, alors peut-être pas le mot Frexit parce qu'il peut faire peur, mais une sortie pure et simple de l'Europe? Parce qu'en réalité, mais vous n'êtes pas les seuls, il y a d'autres partis, y compris à gauche, qui prônent la désobéissance aux traités, la sortie d'un certain nombre de traités de libre-échange. Mais malheureusement, les traités nous lient.
et à l'Europe, c'est très compliqué, puisqu'après il y a des sanctions. Et est-ce que c'est pas la nature et l'essence même de ce projet, de cette construction européenne, qui mettent en péril justement ce que vous disiez sur l'Europe des peuples et des nations? Est-il possible d'être dedans, dehors, et d'avoir cette Europe à la carte, compte tenu du fait que nous sommes liés par tous ces traités, et notamment les traités de libre-échange? Alors en quelques secondes, parce que dans 30 secondes, on a notre bulletin d'actualité. Oui, nous pouvons transformer l'Union européenne de l'intérieur. Nous le pouvons parce que nous pouvons être majoritaires. Dans tous les pays d'Europe, vous avez une vague populaire, une vague, je veux dire, nationale qui est en train de se lever. Et nous comptons bien sur le réveil des peuples qui veulent préserver leur identité pour transformer l'Union européenne de l'intérieur. Et vous savez, l'Union européenne, à un moment donné, si les peuples disent non, et surtout si la France dit non, qui est la deuxième puissance du continent, elle devra se soumettre, et donc nous pourrons réorienter les politiques et faire de l'Union européenne un espace de partenariat, d'échange, où ce seront évidemment les nations qui décideront quel projet, quelle direction, quelle protection, plutôt que de se voir imposer par une bande de technocrates. On fait une très courte pause, il est 9h, c'est l'heure du bulletin d'actualité. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Didier Maisto, je vous rends la parole. Est-ce que, oui, merci Maud, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir, dans l'opinion publique, remplacé la droite classique, traditionnelle, dite de gouvernement? Puisque si on fait un rapide examen, François Hollande nous a fait un legs qui s'appelle Emmanuel Macron, le 95% Merci du cadeau. Parti socialiste, oui, c'est sûr, a eu les yeux de Chimène, donc du coup le Parti socialiste a promu Emmanuel Macron, mais très vite Emmanuel Macron a appelé des gens venant de la droite classique ou du centre droit à son gouvernement, et on voit petit à petit que la gauche, si tant est qu'elle ait existé au sein de ce gouvernement, a été complètement balayée. Et aujourd'hui, donc il y a une partie de la droite qui travaille avec la Macronie, une partie qui a adhéré ou qui est pour une union des droites avec le Rassemblement national, disons-le comme ça, et même Monsieur Ciotti, par exemple, on voit qu'il fait la course derrière le Rassemblement national sur à peu près tous les sujets. Est-ce que c'est ça la nouveauté, et est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été complètement dédiabolisé et d'avoir remplacé finalement la droite dans l'esprit des Français, et même, je dirais, des commentateurs politiques de tout crin et de tout poil? Je ne sais pas si nous avons remplacé la droite, en tout cas celle du RPR, celle de Charles Pasqua, de Philippe Séguin, mais je pense qu'on l'a en tout cas dépassé. Parce que le clivage assez archaïque, assez artificiel, gauche-droite, a été dépassé et a volé en éclats. Il a volé en éclats un petit peu grâce à Emmanuel Macron, d'ailleurs, qui a opéré une grande clarification, c'est-à-dire qu'il a, dans son gouvernement, rassemblé tous les mondialistes, tous les déconstructeurs de gauche et de droite. Voilà. Et nous, autour de Marine Le Pen et Jordan Bardella, nous avons rassemblé un grand nombre de nationaux, de patriotes, de souverainistes, de gaullistes, attachés à l'identité nationale, attachés à la lutte contre l'immigration et à la continuité de la France. Et dans ce rassemblement, vous avez des gens qui viennent de la droite, vous avez des gens qui viennent de la gauche, Thierry Mariani, André Cotarac par exemple, pour citer ces deux profils. Et puis vous avez aussi beaucoup de Français, et c'est quand même la majorité, qui ne croient ni en la gauche, ni en la droite, qui aujourd'hui attendent un changement, qui attendent un autre discours,
qui attendent un changement de politique dans leur vie et qui aujourd'hui nous rejoignent de plus en plus sur le terrain, parmi nos adhérents et parmi nos électeurs. Donc c'est ça le vrai clivage. Et il est vrai que pour ceux qui ont connu le RPR, qui étaient des électeurs sincères de droite, qui n'étaient pas des vendus, voilà, qui n'étaient pas imbibés par le datisme, par exemple, aujourd'hui, ils voient dans le Rassemblement national le parti qui défend le mieux l'ordre, l'autorité, nos souverainetés, la lutte contre le fiscalisme, le mérite, ces valeurs qui évidemment ont été portées par certains représentants de la droite qui malheureusement, quand ils étaient au pouvoir, ont bien souvent fait tout l'inverse, parce que c'est ça le malheur de la droite, c'est que quand Nicolas Sarkozy était au pouvoir entre 2007 et 2012, il a fait quelquefois pire que la gauche. Voilà, donc on n'a pas forcément remplacé, mais on a dépassé ce clivage, parce que ce sera le clivage, c'est le clivage actuel, mais ce sera le clivage des années à venir, c'est-à-dire ceux qui croient en la France et ceux qui n'y croient plus. Alors j'aimerais aborder un sujet, ça vous parlera aussi Didier Maisto, j'aimerais aborder un sujet que personne ne traite, pourtant c'est une réalité qui croît en France et qui touche toute la France, la démission des maires. Le nombre de démissions de maires a augmenté de 30% par rapport au mandat précédent. Depuis juin 2020, près de 1300 maires ont démissionné, soit 450 par an, c'est énorme. Il y a plusieurs raisons à cela, quelles sont-elles? Et vous qui passez une grosse partie de votre temps à parcourir votre circonscription, Julien Audoul, que vous disent ces maires? Oui, c'est un constat dramatique pour nos territoires et dramatique pour la République, parce que les maires, et notamment des petites communes, sont quelquefois les derniers représentants de l'État, sont les derniers défenseurs d'un service public qui a été émietté, et ils sont tellement écrasés par des contraintes, par des manques de dotation, par un manque de considération aussi et un mépris. Ils doivent tout faire. Enfin, les maires sont des couteaux suisses aujourd'hui qu'ils ne peuvent plus tenir. Et c'est vrai que le gouvernement s'est appuyé sur les maires pendant la crise sanitaire. Je ne sais pas ce qu'on aurait fait d'ailleurs s'il n'y avait pas eu les maires, s'il n'y avait pas eu les élus locaux pendant la crise sanitaire, et ne leur apporte pas aujourd'hui les moyens d'effectuer leur mission de service public. C'est assez inquiétant pour les prochaines élections municipales de 2026, où on craint qu'il y ait d'une part aujourd'hui une explosion des démissions, mais une crise des vocations. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de communes où on n'arriverait même pas à faire une liste, où le mandat municipal, qui est pourtant essentiel à la démocratie locale, n'attire plus compte tenu des contraintes et compte tenu aussi, il faut parler de cela, du manque de valorisation. Je pense qu'un maire d'une petite commune, un conseiller municipal, devrait bénéficier d'une indemnité qui lui permet de compenser un manque ou une perte d'activité par ailleurs. Les maires, ils sont sur le pont 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ils sont en première ligne, c'est eux qui encaissent d'ailleurs la violence qui est totalement débridée dans notre pays, de manière très injuste, parce qu'ils représentent l'ordre, la République, parce qu'ils ont une mission justement de police. Donc il faut leur donner les moyens, et Marine Le Pen d'ailleurs, dans son projet présidentiel, a un angle important pour revaloriser l'action des élus locaux et notamment des maires ruraux. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, ce sont vraiment les grands oubliés de la politique du gouvernement ? Ah oui, ce sont parmi... ils font partie. Il y a beaucoup de grands oubliés, malheureusement. Mais oui, ils ont été méprisés depuis le début, parce que M. Macron n'a jamais été élu local, parce que M. Macron pense qu'il peut tout décider, tout régir depuis l'Élysée, et que ces petits maires ruraux, finalement, ne connaissent rien, n'ont pas son talent, son génie. Donc, ils ont été profondément méprisés. Ils ont retrouvé, encore une fois, toute leur place et leur utilité pendant la crise sanitaire, où ils étaient indispensables, et ils sont toujours indispensables au quotidien. Voilà, donc je pense qu'il faut un changement de braquet pour permettre qu'il y ait d'une part des vocations qui s'opèrent, qu'il y ait une continuité, parce que c'est essentiel que des maires continuent leur mandat et puis maintiennent ce lien indispensable entre la population, l'État. Mais ça passe encore une fois par des politiques et pas seulement par des chansons d'amour. Et la double question centrale n'est-elle pas aussi
celle du nombre incroyable d'élus pour un pays comme la France, 67 millions d'habitants, je sais pas, il y a 500 000 élus, premièrement, et deuxièmement, l'empilement des différentes strates, des différents niveaux de décision. Vous avez l'Europe, le Parlement, le Conseil régional, le Conseil départemental, les communes, les communautés de communes, tous ces gens qui finalement lèvent l'impôt, puisqu'il y a même des structures comme à Paris, le Grand Paris, superfétatoire, qui ne servent strictement à rien, sinon à rémunérer son président et ses vice-présidents. C'est la première chose d'ailleurs que M. Ollier avait fait voter, hein, des rémunérations avec des manœuvres pour être élu, mais il n'est pas le seul. Beaucoup ont fait ça toute leur vie, ces politiciens professionnels. Est-ce que c'est pas ça aussi le problème, que les gens n'y retrouvent plus leurs petits, premièrement, et deuxièmement, directement relié, une numérisation galopante de la société, de telle sorte que quand on a un problème dans notre vie quotidienne, on ne sait plus à quel sein se vouer. Ces histoires de guichets uniques, de maisons France, etc., des maisons de l'État, plus personne n'y comprend rien. On n'a plus de personnes physiques. Moi, je vis à la campagne, et ceux qui vivent dans la France périphérique, c'est exactement le même problème. Vous n'avez plus d'interlocuteurs humains. Vous parlez à des machines, vous parlez à des logiciels, et pourtant, il y a toujours plus d'élus. Est-ce qu'il ne faut pas aller dans un sens de la simplification, un sens dans la clarté, la limpidité, retrouver simplement des rapports humains tout à fait raisonnables et normaux? Oui, il y a plusieurs problèmes. Le premier, c'est évidemment l'empilement des strates administratives, la confusion des compétences. Il y a un manque de clarification à plusieurs degrés. Et le millefeuille territorial, évidemment, a beaucoup nui à l'action publique et à la lisibilité des politiques locales et territoriales, c'est indéniable. Ensuite, vous parlez des maisons France Service. Moi, je dénonce à chaque fois l'hypocrisie et l'escroquerie de ces maisons France Service. C'est parce que quand on a retiré tous les services publics, quand on a plus de bureaux de poste, quand on a plus de trésorerie, quand on a plus de guichets, quand on a quelquefois même plus de mairie, vous avez l'État qui vient avec tambour et trompette, donc mettre une belle banderole, une belle pancarte, maison France Service, service public, etc. Mais en fait, c'est un service public dégradé. Voilà. C'est-à-dire qu'avant cela, on a tout retiré et voilà, on vous a pris 100 balles et on vous en rend 40. C'est un peu ça, les maisons France Service. C'est un ersatz de service public au moment où, effectivement, on a besoin de proximité. On a besoin d'avoir un contact humain de plus en plus, même si on est à l'heure du numérique dans la ruralité, notamment les personnes âgées, les personnes handicapées. On a besoin d'agents physiques et pas seulement d'un site internet ou d'un comptoir numérique. Alors après, sur le nombre d'élus, malheureusement, vous allez voir que ce nombre d'élus va chuter. Il commence déjà à chuter et c'est pas tellement le nombre d'élus, c'est véritablement leur possibilité d'agir, c'est les compétences qu'ils ont, c'est les dotations qu'on leur enlève. C'est ça le véritable problème. Et oui, moi je comprends nos concitoyens qui ne comprennent plus rien à qui fait quoi. Est-ce que c'est la commune? Est-ce que c'est la communauté de communes? Est-ce que c'est le département? Est-ce que c'est la région? Est-ce que c'est le PETR? Est-ce que c'est le syndicat mixte? Est-ce que c'est le pays? Est-ce que c'est l'Europe? On dit les fonds européens, c'est l'Europe. Non, les fonds européens, c'est la France. C'est l'argent des Français qui est envoyé à Bruxelles. Bruxelles en prend une partie, le renvoie aux régions et les régions ensuite les utilisent. D'ailleurs très mal, dans ma région Bourgogne-Franche-Comté, les utilisent très mal. Donc voilà, tout ça est comment dirais-je, un magma où les Français ne voient plus et ne comprennent plus où va leur argent, parce que derrière il y a ça quand même, où va leur argent et qu'est-ce qu'on fait avec leur argent et qui décide de quoi, pour quelles compétences, qui décide de la voirie, qui décide de l'assainissement, qui décide du lycée, du collège, etc., du développement économique. Donc il y a évidemment un choc de lisibilité et de mettre fin à ce millefeuille territorial.
On évoquait tout à l'heure les annonces qui n'ont pas vraiment été des annonces d'Emmanuel Macron, et on évoquait surtout la réaction des Français, de leurs préoccupations. Quelles sont les préoccupations principales des Français qui n'ont pas été abordées par Emmanuel Macron? Qu'est-ce qui vous vient le plus souvent lorsque les gens viennent vous voir dans votre circo? Est-ce qu'il y a des sujets qui reviennent massivement? Le sujet qui revient, il y a deux sujets qui reviennent principalement, c'est la santé. La santé dans Lyon et dans le nord de Lyon, on est dans un état cataclysmique où on a un manque de médecins terrifiant. Ouais, beaucoup de on a, je crois qu'on est à 0,5 médecin généraliste pour 1000 habitants. Voilà, donc c'est assez inquiétant, c'est le manque de médecins, et ce qui conduit évidemment à la rupture avec le suivi, notamment de certaines pathologies, détection de cancer, de maladies cardiovasculaires, et c'est pas pour rien que Lyon est classé 90e sur 101 départements en termes d'espérance de vie. C'est lié évidemment au manque de médecins. Donc la santé est l'une des priorités, et puis après c'est le pouvoir de vivre. C'est comment on s'en sort avec la hausse des charges, comment on s'en sort avec l'essence, le diesel, comment on s'en sort avec le panier de courses qui a explosé, comment on s'en sort pour les enfants. C'est ça qui revient, comment on s'en sort alors que les salaires n'ont pas augmenté. C'est les deux préoccupations. Et derrière ces deux préoccupations, il y a une préoccupation de fond qui est l'immigration, puisque beaucoup de gens me demandent, mais pourquoi on paye encore pour l'immigration ? Pourquoi, alors que je n'arrive plus à me soigner, alors que je n'arrive plus à offrir de cadeaux à mes enfants, alors que je suis obligé de faire des arbitrages sur tout, pourquoi on consacre encore de l'argent pour soigner les clandestins? Pourquoi on verse encore des subventions au Rwanda, au Togo ou autres? Pourquoi on accueille toute la misère du monde? Ça, il y a un profond sentiment d'injustice sur les priorités qui sont celles-là. Ils se disent, mais on est en train de crever et on continue à gaspiller notre argent. Merci beaucoup Julien Audoul. Je rappelle que vous êtes député du Rassemblement national de la 3e circonscription de Lyon et conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté. Merci Didier Maisto. Merci. À la semaine prochaine, et Julien Audoul, à très beaucoup. bientôt sur Radio Courtoisie.